Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour commencer la petite campagne de Fateforge. Pour l'instant, sur Fateforge, j'ai intégré l'extension, comment elle s'appelle encore? Faut que je regarde ça. Le choc des immortels. Je n'ai pas encore intégré l'extension qui va arriver bientôt parce que je voudrais la garder pour la seconde campagne et la troisième campagne. Donc, on va commencer assez rapidement. Je vais pas vous prendre la tête avec les histoires de tablettes et tout ça. Je voulais juste vous montrer la figurine absolument magnifique que mon chéri m'a faite quand je jouais à ce jeu. Et donc, je vous présente Eana, issue du monde du jeu de rôle Dragon. Je l'adore. Fallait que je vous la montre parce qu'elle est juste sublime. Un peu grande, mais sublime. Pour cette campagne, la première fois que je l'ai joué en facile, je l'ai joué avec 2 héros et franchement, c'était déjà super copieux. Là, je vais prendre la chamane. La chamane, ce sera un personnage support, je pense, j'espère, en tout cas. Elle va jouer avec 3 dés verts, 1 dé bleu. Les dés verts, ça représente l'intelligence. Les dés bleus, ça représente la précision. Donc, on va voir ce que ça va donner avec elle dans l'équipe. Je vais jouer également le garde Sylvestre. Lui, il a des attaques à distance et lors de la préparation, s'il n'a pas obtenu d'attaque à distance, il peut relancer tous ses dés une fois. C'est plutôt important parce que les relances de dés, c'est vraiment important. Pareil pour la chamane, son pouvoir, c'est que au moment de la préparation, si elle a fait un échec sur un dé, eh bien, elle peut le défausser pour qu'un autre héros relance un échec qu'il a fait également. Ensuite, on va jouer furtif avec la voleuse. La voleuse, du coup, elle va jouer furtif, mais en plus, quand elle dépense une énergie, elle peut se déplacer de 2 cases au lieu d'une. Donc elle peut gagner en vitesse et prendre les ennemis un peu par surprise. Elle a 3 dés jaunes, 1 dé rouge. Les dés jaunes, c'est tout ce qui va concerner la vitesse, donc ses déplacements. Et les dés rouges, ça va être pour la force au corps à corps. Et en dernier personnage, je vais jouer Varsha, la mercenaire. Alors, elle a 3 dés rouges, 1 dé jaune, et sa capacité, c'est que au moment de la préparation, si elle ne fait pas de sprint, elle peut gagner un jeton parade. Ça pourrait nous être vraiment utile. Je vais vous montrer un petit peu. Oups, désolée, la caméra zoome un peu automatiquement, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer les cartes de la chamane. Elle a déjà la carte Lame de glace. Sur un résultat concentration, elle peut transformer ça en attaque ou elle peut transformer une attaque en concentration. C'est une carte qu'elle peut utiliser une fois seulement. Donc je vais mettre la carte là-bas. Et elle a la carte de soin. Sur une concentration et n'importe quelle phase de dé, sauf les échecs. On ne peut jamais utiliser d'échecs pour valider des compétences. Elle peut soigner un héros dans sa zone. Donc, encore une fois, à mon avis, on va pas mal s'en servir. On a son jeton d'ordre du tour également, je vais le laisser de côté. Elle commence avec 3, 4, 5, 6 points de vie et 4 énergies. Hop. Et ça, c'est la petite figurine de la chamane. Je ne l'ai pas peinte, j'ai pas demandé à mon chéri de le faire, les figurines sont vraiment petites. Et voilà, il y en a pas beaucoup, c'est pas très gênant. J'avais testé moi sur, l'assassin je crois, mais moi je peins vraiment pas très bien, j'avais fait de la speed paint et c'était pas concluant. Ensuite au niveau du garde Sylvestre, lui, il peut avoir la capacité longue portée. Si on dépense ce symbole sur un dé, donc c'est, celui-ci, il peut toucher à, une distance de plus. Et sur une concentration et une autre phase de dé, il peut déplacer un sbire de sa zone vers une zone adjacente. Donc en fait, pour le faire quitter le corps à corps. On va poser ça ici.
Lui, il commence avec 7 points de vie et 3 d'énergie. Par contre, il me manque un dé pour lui, j'en ai pris un de moins, donc c'était 3 bleus et un vert. Je récupère tout de suite le bleu qui me manque, c'est bon. Donc sa figurine à lui, c'est celle-ci, le petit archer. Il a également son petit jeton d'ordre du tour. Ensuite, on a le jeton furtif pour la voleuse, Agbad. On a ces 2 cartes capacité, donc à utiliser une fois également. Si on a le jeton furtif et qu'on défausse un dé, on étourdit un sbire sur la zone. Et elle a la compétence, alors celle-là, elle est permanente. Si vous êtes furtif, les sbires des zones adjacentes avec une attaque à distance ne peuvent pas vous cibler. Donc c'est pas mal. Elle commence avec 6 points de vie et 4 énergies. Elle a aussi son petit jeton d'ordre du tour. Sa petite figurine, voilà, un échec critique sur la peinture, on est bien d'accord. Et on a notre dernier personnage, donc Varsha, la mercenaire. Elle a la capacité de charger. Si elle dépense un dé de concentration et une autre face au choix, elle peut et se déplacer et attaquer. Et elle a une posture défensive. Si elle défausse un dé de concentration, elle obtient un bouclier. Alors vous allez voir, Fate Forge, c'est un jeu accessible. Je dirais c'est un peu un format Kinfire Chronicles. Moi je l'avais vécu comme ça. Quand je dis format Kinfire Chronicles, c'est parce qu'il se joue, allez, on va dire tout compris, mise en place, partie, rangement. Ce sera grand maximum 2 heures. Donc les parties sont rapides, ils s'installent facilement, ils se rangent facilement. Par contre, il est vraiment exigeant. Niveau difficulté, il y avait eu des débats quand même, hein, et je sais qu'à 2 joueurs, c'était assez compliqué. Maintenant, on va voir à 4 ce que ça peut donner. On tente. Et là, on va tout de suite arrêter les blablas et se concentrer un petit peu sur la tablette. Alors, ça aussi, c'est un gros débat, la tablette. Parce que quand on joue à des jeux de plateau, c'est pour être sur un plateau et pas sur un écran. Là-dessus, on est bien d'accord. Il y a des tas de jeux où l'application, elle est hyper rébarbative, elle se supplée carrément au matériel, ou elle est beaucoup trop invasive. Là, sur mon premier run, j'ai trouvé que c'était vraiment pas le cas. J'ai trouvé que, contrairement à un Descent V3 ou pire encore, un Dark Quarter, la tablette, elle nous servait, de livre de campagne. En fait, c'est comme vous allez voir, c'est comme si par moment, sur mon plateau, j'ouvre une porte et là, on me rapporte au guide de scénario et il va se passer des choses, des mises en place supplémentaires, des évolutions, et cetera. Et bien ça, c'est géré par la tablette. Donc, ce qu'on va trouver dans un Drunagor, par exemple, j'ouvre une porte, je prends mon livret, je refais ma mise en place, et cetera. Là, tout est déjà sur la tablette. Ce que ça va gérer aussi, c'est les réactions des ennemis. Donc ça va remplacer un deck de réactions ennemies également. Et j'avais trouvé que c'était pas mal foutu parce qu'au final, eh bien, sur cette petite place bien condensée, ça m'évitait d'avoir 15 000 bouquins ou 15 000 decks sur la table et ça prenait pas plus de place que ça. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était juste un gain de place et que c'était pas invasif dans le jeu. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Sur l'histoire en elle-même, de ce que je me rappelle, je l'avais trouvée intéressante. C'est donc dans l'univers du jeu de rôle Dragon, qui est un univers assez riche, avec des peuplades, etc., des choses particulières. C'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu compliqué quand on ne connaît pas tout sur le jeu de rôle Dragon. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Il y avait des choix qui changeaient vraiment des choses. À voir maintenant, parce que, ce 2e run là sur la campagne, ça va me permettre de le remettre un petit peu en perspective et de voir, un avis un peu définitif sur le jeu. Donc je vous propose qu'on commence
J'ai coupé le son de la tablette parce que c'est assez sympa, mais au bout d'une heure, ça a tendance à me rendre dingue quand même. Donc je l'ai pas laissé et on reste tranquille. Donc là, on nous explique un petit peu. Les encarts gris comme celui-ci contiennent des instructions qu'on doit suivre, etc. Et on doit déjà prendre la lettre de Nasquet dans la boîte et la lire. Bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais la mettre par là. Aux aînés des druides du cercle des espoirs d'Utsenoin. L'audience de l'Ikral, empereur immortel de Cartassol, a fait mine de m'accorder, n'était qu'une ruse destinée à m'attirer ici. Je fais maintenant partie de ces aînés-là, les épouses de l'empereur. On ne m'épargne aucun luxe, mais les jardins et les vastes pièces du palais impérial ne sont qu'une cage dorée. Dès que je le peux, je m'efforce de faire résonner les voix de la forêt dans le palais. Chacune des aînés-là se fait l'écho de sa terre natale. C'est tout ce que je suis en mesure de faire là où je suis. C'est vrai qu'il manque un mot. L'île Kral a toujours veillé à ce que la population ne manque de rien à Ésaphir. Il est aimé de son peuple, et la cité est devenue un véritable joyau qui fait la fierté de Cannes. Pour autant, une ambition démesurée le pousse à soumettre l'intégralité du monde connu. Lui, l'élu de la destinée, s'apprête à causer de terribles tourments. Les yeux de l'Ikraï fouillent notre forêt sans relâche, animés par quelques sinistres desseins. Quelle est donc cette contrée qui lui échappe encore, et pour combien de temps? Je fais mon possible pour le ralentir, mais mon pouvoir n'est pas suffisant face à une telle détermination. Je vous conjure de dépêcher en secret les plus braves champions de la forêt à Ésaphir. Mes alliés de la cité sauront les accueillir comme il se doit et les informer de la suite de leur mission. Puisse la sagesse inépuisable des Citéniennes guider nos pas. Nasquet. On revient sur l'application et on continue. De nos jours, toutes les routes de Cannes mènent à Ésaphir, la capitale de l'Empire Cartassol. Des marchands de centaines de pays y affluent, chargés de trésors, et des aventuriers viennent tenter leur chance dans cette ville qui s'enrichit et se glorifie de jour en jour. La générosité et l'ambition de l'île Kral, son empereur mystérieux et immortel, semblent sans limite. Alors, nous devons placer la carte des Zéphyrs et la légende de la carte sur la table. Alors, je récupère ça. Je ne l'ai pas encore sortie, mais elle est juste ici. Et voici la jolie carte des Zéphyrs. Elle est là. Il y a pas mal de choses à y faire. Vous allez voir, on va devoir s'aventurer, trouver des emplacements, etc. Notamment trouver un lieu secret que je n'ai jamais réussi à trouver. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire. Hop, je pose ça par là. Et on va certainement devoir se concentrer sur la... Les mots désespérés de Nasquet tournent en boucle dans votre tête. À la forêt primaire, rares sont les druides aussi appréciés qu'elle. Il y a quelques mois, Nasquet s'est rendu à Ésaphir à la demande de l'île Kral. Au cours de l'année passée, les troupes de l'île Kral se sont aventurées loin dans la forêt et ses agents ont exercé leur influence sur les tribus de votre terre natale. Nasquet a accepté l'invitation de l'île Kral et a rejoint la ville pour comprendre ses intentions quant à la forêt. Elle a pu voir par elle-même la prospérité et la sécurité dont jouissent les sujets de l'Empire Cartassol, mais également l'ambition démesurée de son empereur et la soumission du peuple. Comme indiqué dans sa lettre, l'invitation de l'île Kral n'était qu'une ruse. Nasquet est désormais sa prisonnière et les pires craintes des anciens à propos des intentions de l'île Kral semblent se réaliser. Vous devez absolument sauver Nasquet afin que la forêt sache ce qu'elle a appris des plans de l'île Kral. Alors, il faut retirer l'autocollant 1 de la légende de la carte. Alors, l'autocollant 1 de la légende de la carte. Bon, moi j'avais déjà joué la campagne. Comment je fais pour vous montrer ça sans gâcher? Là. On va faire comme ça.
Donc, c'est le caravansérail de Saint-Méabad. Et on va devoir placer notre figurine de groupe. Alors ça, je m'en sers jamais, mais c'est vrai qu'on a une petite figurine qui représente notre équipe. Et on a également cette petite chose sur laquelle on va pouvoir poser nos loots au cours de la partie. La figurine de notre équipe, c'est celle-ci, un voyageur, un pèlerin. Donc lui, on doit le placer sur le lieu 1 de la carte. Le lieu 1 est juste ici. Donc on se met là. Alors que vous franchissez la porte principale du caravansérail, les gardes vous interpellent parmi la foule de voyageurs. Vous voilà enfin, s'exclame l'un d'eux. J'ai dit à mes amis qu'on allait tomber sur des gens de la forêt. Ça fait plus d'1 kilomètre que je vous attends, votre odeur ne trompe pas. Les autres gardes s'esclaffent et l'un d'eux s'approche pour mieux vous voir. Et c'est pas étonnant, dit-il d'un air satisfait. Vous avez vu comme vous êtes habillés? On dirait que vous portez des animaux morts. Et là, on a le choix. On peut soit nous défendre, soit baisser la tête et poursuivre notre route. Je me rappelle que la première fois que j'ai joué la campagne, j'avais choisi, bon an, mal an, un peu, voilà, mais de la jouer profil bas pour arriver et ne pas avoir de problème tout de suite. Mais là, comme je rejoue, bah, je vais essayer de faire des choix forcément que j'ai pas fait la première fois, donc je vais me défendre. Vous lancez des invectives contre les gardes. Vous défendez la dignité et l'hygiène personnelle des habitants de la forêt et comparez le visage des gardes au derrière de divers animaux de votre terre natale. Attendez, je vous remonte un petit peu ça. Voilà. Cela ne fait qu'amuser davantage les gardes. Après s'être remis de leur fou rire, l'un d'entre eux dégaine son épée et la pointe sur vous. Écoutez-moi bien. Tout le monde est le bienvenu à Isaphir, tant qu'il sait où est sa place. Maintenant, fermez-la et partez. Vous décidez qu'il est préférable de laisser courir et poursuivez votre route. Bon, ça va, il nous est rien arrivé. Vous arrivez sur une grande place, remplie de voyageurs circulant dans tous les sens et soulevant des nuages de poussière derrière eux. Sous les colonnades qui entourent la place, vous remarquez des écuries, des tavernes, des auberges et des boutiques. Tout ce qu'un voyageur épuisé pourrait avoir besoin pour se remettre d'un voyage éreintant. Vous n'êtes même pas encore dans la ville proprement dite et pourtant vous avez déjà l'impression que ce dédale animé pourrait vous engloutir tout entier. Personne ne semble vous remarquer, à part un chat qui se tient au milieu d'une rue étroite et vous fixe de façon étonnamment intense. Vous n'êtes que des étrangers ici. Vous ne connaissez personne à Isaphir. Vous vous apprêtez à rejoindre l'une des auberges de la place lorsqu'une jeune fille s'avance vers vous. Elle tient un énorme bouquet de fleurs et arbore d'autres fleurs dans ses cheveux. Elle s'arrête devant vous et vous tend une unique rose. Vous remarquez un symbole tatoué sur son poignet, un cercle de points. Vous êtes les héros de la forêt? J'ai un message pour vous. Voulez-vous confirmer que vous êtes les héros de la forêt ou dire que vous ne voyez pas de quoi elle parle? On va lui dire que c'est bien nous. La jeune fille pousse un petit cri. J'étais sûre que c'était vous, je le savais. S'il vous plaît, suivez-moi. Je vais vous conduire à un allié qui connaît votre amie druidesse. Vous n'avez pas le temps de répondre qu'elle se retourne, vous invitant à la suivre. Une milice jaillit inopinément de l'ombre et cerne la jeune fille. Vous vous attendiez à ce qu'une enfant comme elle prenne peur, mais c'est tout le contraire. Elle lance un bouquet de fleurs dans les airs et avant qu'il ne retombe, vous apercevez l'éclat caractéristique d'une lame qu'on dégaine. Un garde tombe au sol, les mains sur la gorge, tentant vainement de contenir le sang qui en sort. La jeune fille combat telle une souris prise au piège. Un autre éclat et un deuxième garde tombe. Le chef vous remarque, vous montre du doigt et crie « Ils sont avec elle, attrapez-les !» Des membres de la milice se ruent sur vous, tandis que leur chef souffle 2 fois dans un corps de guerre pour appeler des renforts. Alors, les encarts marrons comme celui-ci nous donnent un résumé de la scène de combat qu'on va jouer, un aperçu des objectifs qu'on doit remplir. Vous vous retrouvez mêlé dans une altercation avec la milice, triomphé de l'officier de la milice qui vous bloque le chemin afin d'éviter toute arrestation. Très bien, on attend le petit temps de chargement. Qu'est-ce qu'on va avoir comme ennemi?
on va avoir des ennemis de couleur rouge. Première ligne. Alors, les ennemis rouges, tous les tirs assignés à cette zone doivent cibler en priorité un combattant de première ligne. Ok. Ça veut dire que si on a un autre ennemi dans la même case que celui-ci, eh bien c'est sur celui-ci qu'on sera obligé de tirer. Les ennemis verts vont avoir une particularité également, les héros de cette zone ne peuvent pas la quitter volontairement. D'accord. Ok, ok, ok. Donc lui, il va carrément nous garder au corps à corps avec lui et on ne pourra pas s'enfuir, sauf bien sûr si on arrive à le tuer. Et le meneur, lors des tours ennemis, rapprocher de une zone le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. D'accord, donc en fait le meneur va attirer vers lui les ennemis rouges pour qu'on soit obligé de tirer sur les rouges plutôt que sur lui. Très malin, le gars se protège. Une petite chose à savoir quand même quand on a cette carte, ici. Là, vous voyez, on va dire comme ça, la totalité de la carte. À chaque fois qu'on va faire une mise en place pour une map de combat, ça rentre sur cette map. Donc on peut toujours laisser la carte des Zaphirs en dessous et jouer au-dessus, parce que ça va toujours rentrer. Donc vous voyez à peu près, vous avez une idée de la place que ça peut prendre. Par contre, les personnages, eux, ils vont prendre de la place aussi. Alors, on va continuer à suivre les instructions. Donc, matériel, les cartes ennemies. Alors, je vais vous montrer la boîte où est-ce que je l'ai mise. Là, voilà. Voilà, ça, c'est la boîte de cartes. Un petit peu format à la Sleeping Gods, quelque chose comme ça. On va l'ouvrir, c'est aimanté. On va ici. L'application nous donne le numéro des cartes qu'on va devoir récupérer dans la boîte. Et donc, c'est parti. On a, c'est par là, 373. On a celle-ci. Donc ça, ce sera nos ennemis chiens de garde. On peut voir qu'ils ont un point de vie et des réactions qu'on va pouvoir utiliser pendant le combat. Ensuite, on a la 301 des archers élites. Donc eux n'ont pas de compétences particulières, ils ont 2 points de vie. Et ils tirent à une case de distance. Après, qu'est-ce qu'on a? Nos fameux ennemis rouges qui vont concentrer tous les tirs. Donc tous les tirs à distance assignés à cette zone doivent cibler en priorité un combattant, c'est ce qu'on disait. Ici, mais c'est pour bien nous signifier qu'on doit faire attention à quelque chose. Et eux, ils attaquent au corps à corps, ici, et ont 2 points de vie. Ensuite, on a la carte 305. Je vous montre juste une fois. Après, tout ça, je ferai en off parce que ça vous prend du temps. Donc, nos gardes élites qui ont 3 points de vie, la capacité blocage. Et la carte 309, le meneur, qui a 3 points de vie et 2 boucliers. Donc, il faudra d'abord détruire ses boucliers. Ensuite, on pourra lui assigner des points de vie. Hop, ça, normalement, on n'en a plus besoin. Sortez les éléments suivants du casier de rangement des jetons de la boîte. Nanana. Ok. Alors. Pour les boîtes, moi j'ai pris mes petites boîtes de chez Action. Après, je range de nouveau tout dans la boîte parce qu'en fait, l'insert est vraiment super bien fait. Mais moi, j'aime bien avoir tout comme ça directement sous les yeux. Donc, je mets tout comme ça pour l'instant. On a... Non, ça c'est E, F. Où sont mes tuiles de sortie? Bon, je regarde après. Ça c'est fait. On doit récupérer une gemme également. Les gemmes, c'est pareil. C'est dans l'autre boîte et c'est une gemme jaune. Hop, ça, je mets de côté parce qu'on va s'en servir en jeu. Ça sont les points de vie des ennemis. Ici, leur bouclier. Et ici, c'est quand on arrive à les étourdir. Et vous verrez, je mets tout sur les figurines, comme ça c'est plus simple, je pense, visuellement. Vous verrez mieux ce qui se passe.
Je vais finir par trouver ma porte, j'espère. Donc F, C, non. Ah, la sortie A. Je suis passée à côté de la B hein, quand même. Ah, bah elle est là. Voilà, la B. Ensuite, pour les ennemis, je vais vous montrer comment ça se présente. On a des petites boîtes comme ça, avec des jetons recto verso. Et on va tout simplement les récupérer. Donc, on va avoir au niveau des archers bleus, un seul. Pour les ennemis rouges, les soldats, on va en avoir 4. 7 ennemis verts, on va en avoir 1. Et cet ennemi violet, non, c'est celui-ci, on en a un également. Il nous manque les chiens. Donc on va aller prendre la boîte dans laquelle il y a les chiens. Hop. Et elle est quelque part là. Et les chiens, il en faut un seul. Voilà. Alors, ici, vous notez qu'il y a des petits numéros sur les jetons. C'est tout simplement pour l'initiative, parce que quand on a 2 ennemis qui peuvent jouer, c'est l'initiative la plus basse qui s'active la première. Mais là, comme on est sur un scénario d'initiation, on n'aura pas d'histoire d'initiative de toute façon. Donc, tout ira très bien. Ensuite, sur l'application, on va nous parler de la disposition du scénario. Et donc là, on voit ce qu'on va devoir mettre. Donc on a une grande tuile, une moyenne, un coude, ça, hop, et une petite. Voilà. Et hop, ça, c'est déjà mis en place. Là, c'était juste pour vous montrer comment ça va toujours rentrer dans votre carte. Par contre, je vais quand même enlever la carte d'en dessous parce que on voit moins bien, j'ai peur que ce soit gênant. Donc, on reprendra la carte plus tard si on en a besoin. Mais sur fond noir, vous verrez mieux. Donc, on fait ça. Alors, hop. Que je fasse pas de bêtises, que je reproduise vraiment. En fait, je vais le mettre de côté. Ce sera même plus simple. Juste pas que je me trompe, parce que moi et la géométrie dans l'espace, c'est vraiment une histoire qui fonctionne pas. Hop. Hop. Et la grande. On est bon. On est bon. Voilà. Donc là, on a la disposition de notre aire de jeu. On fait suivant. On nous parle de l'objectif. Donc l'écran suivant affiche les objectifs d'une scène de combat, les règles spéciales associées. Vous devez réussir tous les objectifs pour gagner. Assurez-vous que tous les joueurs ont bien compris les objectifs, puis cliquez sur Suivant pour effectuer la mise en place de la scène de combat. Donc là, on va entrer dans les détails. L'objectif de notre mission, vous voyez pour l'instant sur la tablette, on est toujours sur un guide de campagne. On doit triompher de l'officier de la milice qui défend la sortie A. On doit quitter la scène par la sortie A et on doit accomplir tous les objectifs principaux pour réussir. Règle spéciale. Cette scène de combat est une introduction pour vous permettre de vous familiariser avec le système de combat. Assurez-vous d'avoir lu les règles des scènes de combat avant de continuer ensuite. Suivez les instructions affichées par l'application pour préparer le plateau. Vous avez 3 manches pour terminer ce combat. Alors là, tout de suite, si vous ne connaissez pas le jeu, 3 manches, ça vous dit rien. Eh bien, vous allez voir, 3 manches, c'est très très peu. Et ça fait partie de la difficulté du jeu. C'est qu'on va devoir vraiment se focus sur les objectifs du combat.
Ne pas perdre de temps, ne pas, enfin, souvent, on va pas pouvoir aller jusqu'au loot. Pour pouvoir monter notre personnage, il y a un petit côté frustrant au début de la campagne, si je me rappelle bien. Enfin, vous verrez ça en jeu, on en reparlera plus tard. Scène de combat. Ce combat uniquement. Vous pouvez réinitialiser la vie et l'énergie de vos héros à la fin du combat. Si vous ne parvenez pas à accomplir les objectifs, l'application vous ramènera à ce point pour recommencer. Surveillez le compte tour en haut de l'écran pour ne pas perdre par manque de temps. Et ça, c'est vraiment important. Donc les tuiles, on les a placées. On continue. On nous dit comment installer nos ennemis. Hop, je fais un petit peu de place. Et on va faire ça ici. Donc, est-ce que ça rentre là sur mes petits machins? Je pense. On a le capitaine. On a le garde élite. Ensuite, les conscrits élites. En fait, c'est tous des élites. Les archers élites et les fameux chiens de garde. Et ça va effectivement être l'ordre d'activation des ennemis. Je vais vous montrer ça sur le jeton. Je les décalerai après pour que vous voyez leurs caractéristiques, etc. Où est-ce que j'ai mis mon jeton de tour? Là. Je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est l'activation des héros. Et en fait ici, on va faire une frise qui nous dira qui va jouer en premier, qui va jouer en deuxième, etc. Ici, c'est l'application qui nous le dira. À un certain moment, il y aura une réaction des ennemis intercalée dans le tour des héros. Et à la fin, toujours une activation des ennemis. Et les ennemis vont systématiquement s'activer dans cet ordre. Les blancs, les bleus, les rouges, les verts, les marrons, les violets. Voilà. Donc c'est pour ça que l'application nous montre les cartes tout de suite dans le bon ordre. Alors, on nous demande de mettre la sortie A. Ah, vous voyez pas. Voilà. La sortie A en haut. Donc, ça faisait partie d'un de nos objectifs. On va devoir sortir par là-bas. Ici, il y a la sortie B. À savoir que dans un scénario, tous les héros doivent systématiquement emprunter la même sortie. Ça, c'est la case de départ de nos héros. Donc ici. Et la petite gemme, elle n'est pas encore placée. Alors, placez chaque jeton ennemi sur le plateau de combat. Donc, notre ennemi violet, ici, il va garder la porte. S'il garde la porte, ça veut dire que si à un moment il doit s'activer et bouger, il ne bougera pas puisque il garde la porte. Ensuite, on va avoir un ennemi vert ici, un rouge, un blanc. Ici, on va avoir l'archer, un rouge, deux rouges ici, et c'est tout. Et franchement, c'est déjà pas mal du tout. Vous voyez que le chemin est vraiment bien gardé. Ils ont effectivement sonné le corps pour qu'on ait des problèmes. On continue. Alors, on revient sur la tablette pour le reste des explications. On nous dit, la carte du meneur ennemi indique qu'il a 2 d'armure. Donc on place 2 cubes noirs sur le jeton violet pour représenter son armure. Alors moi, ce que je fais pour que ce soit un petit peu plus clair, là je récupère, oh je devrais peut-être en avoir assez, on va voir. Donc, je vous montre en même temps. Notre ennemi violet, il a 3 points de vie et 2 d'armure. Ben moi, je lui mets directement ces 3 points de vie et ces 2 d'armure. Hop, sur son petit jeton. Comme ça, vous voyez où on en est. C'est un petit peu plus simple.
Notre ennemi vert, le garde élite, lui, il a 3 points de vie, mais pas d'armure. Nos ennemis rouges ont 2 points de vie chacun. À savoir, si les ennemis ne sont pas tués pendant un tour, ils se soignent totalement au début pendant la phase d'entretien. Si je leur enlève leur armure ne revient pas. Donc, il va falloir qu'on s'organise. Je vais juste utiliser mes petits cubes ici. Je vais récupérer des rouges parce que je n'en aurai pas assez sinon. Donc lui, il a 2 points de vie. Lui, il a 2 points de vie. Et notre archer élite, il a 2 points de vie également. Alors, mes petits cubes rouges, les voilà. Je range tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit, notez que le jeton du meneur défend la sortie A. Voir page 9 du livret de règles pour plus de précision. Je vais vérifier en même temps, comme ça c'est fait. Parce que j'ai joué il y a longtemps, donc je me remets dans le bain, mais de temps en temps, je pense qu'il faudrait que j'aille checker 2-3 petites choses. Je ne me rappelle pas de tout, forcément. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les jetons défendus. Certains jetons, comme les objectifs ou les sorties, peuvent être défendus par l'ennemi. Les ennemis qui défendent ces jetons sont indiqués par l'application lors de la mise en place de la scène de combat. Lorsqu'un ennemi défend un jeton, placez-le dans l'emplacement en demi-cercle prévu à cet effet. Les jetons défendus ne peuvent pas être utilisés tant que vous n'avez pas vaincu l'ennemi qui s'y trouve. Les ennemis étourdis sont considérés comme étant dans la zone et continuent de défendre le jeton. Les ennemis qui défendent un jeton ne se déplacent jamais. Ça, c'est le truc à vraiment pas oublier, parce que ça peut changer pas mal de choses pendant la partie. Donc c'était bien ça. J'ai fait hier un petit scénario one-shot, mais il y a des trucs, je ne me rappelais plus, donc voilà. Faudrait que j'aille rechecker de temps en temps. Alors, la gemme. J'ai failli oublier de la mettre, mais on va la mettre quand même. Je crois que pour ramasser une gemme, il faut dépenser un jeton avec un résultat de concentration. Je vais vérifier aussi, mais il me semble que c'est ça. Pour ramasser quoi que ce soit d'ailleurs. Mais on va vérifier. Placez les éventuels jetons restants, tels que les jetons gemmes, dans les zones indiquées. C'est fait. Créer une réserve de jetons et de cubes à utiliser lors de la scène de combat. Ben ça, on l'a mis de côté, on l'a vu. Placez le sac du groupe devant vous. Alors, le sac du groupe, c'est cette fameuse petite tuile sur laquelle on va pouvoir poser donc les nourritures et les gemmes qu'on a récupérées. Si on en a une jaune, on va gagner un or. Les rouges, c'est 3 ors et les bleus, 5 ors. Donc, on pourra faire de la monnaie pendant le jeu. Placez les tuiles tours de la phase de préparation, des réactions ennemies et des tours ennemis devant vous. Ben ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont ces petites tuiles-là. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui va jouer quoi. Pour le moment, l'ordre n'a pas d'importance. Placez la figurine de chaque héros sur la tuile avec le jeton départ, donc. Enfin, c'est le moment. On va y aller. Alors la map a l'air toute petite, mais elle est quand même drôlement peuplée. Hein. Donc on y va pour la voleuse, pour Varcha, la mercenaire, pour Léowyn, le garde sylvestre, et pour Kila, notre chaman. Pardon. Nous sommes prêts à commencer. Alors, on nous parle encore d'un petit truc pour le tutoriel. Phase de préparation, souvenez-vous des actions facultatives décrites page 12 du livret de règles. Eh ben, écoute, on va aller y faire un tour. Qu'est-ce que ça nous dit, page 12? Page 12. Page 12, oui. Donc, on est sur phase d'action. Le tour des héros, accomplir ce qui suit, donc les actions, de l'énergie pour nous déplacer une fois, et l'activation de compétences et d'objets. Voilà. Après, on nous parle tout de suite des choix des cibles. Donc, pour l'instant,
Rien d'incroyable, on devrait s'en sortir. Hop. Donc, là, l'application nous rappelle tout simplement ce qu'on doit faire. Elle nous rappelle surtout, hyper important, le numéro de la manche en cours. Vu qu'on en a 3, bah, c'est bien de garder un œil là-dessus. La séquence de tours, donc on voit qu'ici, on va avoir nos réactions ennemies qui vont arriver juste avant le tour du joueur 4. Donc là, on a 3 persos qui vont jouer en premier, la réaction ennemie, le joueur 4 et ensuite, ils vont s'activer, tous les ennemis. Quand on a une réaction ennemie, ici, c'est un seul des types indiqués par l'application qui vont s'activer. Alors ça, je vais essayer de le placer pour qu'on les voit à peu près. On va dire comme ça, pour voir leur réaction. Comme ça, vous voyez un peu les cases là, ce sera plus simple, oups, pour moi, pour vous les expliquer. Donc, fiez-vous à la couleur parce que j'arriverai pas à vous montrer les cartes complètes des ennemis. Et on a le petit dernier par ici. On va faire comme ça. Avec le décalage, ça devrait le faire. Donc là, on est dans le bon ordre du tour. Blanc, bleu, rouge, vert et violet. Et on revient par là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer notre combat? Eh bien, on a la phase de préparation. On doit lancer nos 4 dés de combat. Alors ça, c'est une variante que j'avais utilisée à mon premier run, systématiquement. Quand je gagnais des dés, je lançais tous les dés et j'en choisissais 4 après. Ça, c'était une variante pour rendre le jeu un petit peu moins compliqué. Là, je vais essayer de jouer avec les règles normales. On va voir ce que ça donne. Donc, je lance les dés déjà pour la chamane. Alors, eh ben, la chamane, elle pourra courir très très vite. La bonne nouvelle, c'est que quand on a un brelan, on a le droit à ce moment-là de retourner un dé sur la face de notre choix. Mais attention, le brelan, c'est 3 dés strictement identiques. C'est le cas ici. Même si ce dé n'est pas de la même couleur, c'est strictement identique. Si par contre, j'avais eu cette configuration-là, donc j'ai bien 3 bottes, mais cette face-là n'est pas strictement identique au-delà, du coup ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai mon brelan, je pourrais choisir ce que je veux. Mais on va d'abord lancer les autres dés pour savoir ce dont on a besoin. Donc là, c'est les dés du garde Sylvestre. Il a un échec sur ces dés, mais c'est pas grave, on va s'en accommoder. J'ai pas envie de dépenser une énergie pour relancer maintenant. Là, on lance pour la voleuse. La voleuse qui a de la distance, 2 attaques et du mouvement. C'est pas mal du tout. Et on va lancer également pour notre mercenaire. Alors, elle a un échec, 2 attaques et une concentration. Alors, maintenant qu'on a lancé les dés, on va devoir se poser la question. Est-ce qu'on veut sprinter pour avancer plus vite? Sprinter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la phase de préparation, j'ai le droit d'avancer de 1 mouvement. Si jamais je quitte une case où il y a un ennemi, je perds un point de vie. Mais je peux le faire quand même. Ça nous permettrait d'avancer un petit peu plus vite. Mais si on fait ça, il va falloir qu'on regarde un petit peu, justement, l'ordre du tour qu'on voudrait faire. Le pouvoir de la chamane, elle ne va pas pouvoir l'activer parce qu'elle n'a pas eu d'échec à son lancer de dés. Le garde Sylvestre, lui, il peut déjà, grâce à son attaque, s'il ne joue pas tout de suite, là, tirer à une case de distance supplémentaire, donc atteindre cette tuile ici. Et si les autres arrivent à se débarrasser de ces ennemis de première ligne, ils pourraient déjà commencer à entamer celui-ci. Donc ce serait intéressant. Peut-être qu'il joue en dernier. Pour... Je pense que je vais faire jouer la première, la voleuse. Donc elle, je vais la mettre ici.
En second, je vais faire jouer la mercenaire. Par contre, elle ne va pas pouvoir récupérer son jeton de bouclier parce que je vais la faire sprinter. Parce qu'en fait, au niveau de ses dés, elle a 2 attaques au corps à corps, mais elle n'a pas de déplacement. J'aimerais autant qu'elle se déplace tout de suite. Donc la mercenaire, elle fera son sprint. Elle jouera en second. Comme ça, entre la voleuse et la mercenaire, on est normalement capable de se débarrasser de ces 2 ennemis-là. Ce qui veut dire que mon garde sylvestre va jouer en troisième et ma chamane qui a 2 déplacements, enfin 3 déplacements, je vais pouvoir changer un truc. Mais alors elle, est-ce qu'elle se déplace ou pas? Je dirais que non. Et si elle peut faire alors, on en est où? La voleuse, elle en tue un. Le mercenaire en tue un. Le garde sylvestre peut tirer de 1. Le garde sylvestre, est-ce qu'il s'avancerait pas même? Si, le garde sylvestre, il sprint aussi. Et lui, il va directement s'attaquer à lui. Et du coup, eh bien, pour la chamane, je vais transformer un de ces dés en une attaque au corps à corps. Et on verra si on a bien fait ou pas. Et la chamane, elle jouera en dernier. Elle jouera après l'activation des ennemis. Comme ça, on pourra réajuster un petit peu ce qu'on veut faire. Je vais poser un petit cube, je pense. Hop là, voilà. Donc là, c'est à la voleuse de jouer. Déjà, on va activer, je vous montre quand même sur la tablette. Vous voyez, on a donc rappel de manche, ordre du tour pour ce tour, lancer les dés de combat, action facultative, déterminer l'ordre des joueurs, c'est fait. Eh bien, on slide. Et là, on nous dit, si on a ramassé une gemme, il faut que je vérifie encore pour la collecte. On doit simplement valider la gemme. Ici, on va faire jouer joueur 1, joueur 2, joueur 3. Quand ce sera le moment de la réaction des ennemis sur notre freeze, eh bien on appuiera tout simplement là-dessus. Donc on y va. On va faire à peu près ce qu'on avait prévu. La voleuse se déplace d'une case. Elle vient ici. Elle utilise ses 2 attaques au corps à corps et elle supprime un ennemi rouge. Et il lui reste une flèche qu'elle va utiliser, alors elle n'a pas le choix, sur l'ennemi rouge, puisqu'on nous a bien dit que toutes les flèches assignées à cette zone doivent cibler en priorité un combattant de première ligne. C'est lui. Donc, elle entame ses points de vie. Mais attention, si on ne l'achève pas avant la fin du round, il se soigne, il récupérera son point de vie. Voilà, donc là, pour la voleuse, c'est déjà terminé. Et pour le moment, elle est furtive. Donc si je venais à dépenser une énergie pour faire un mouvement supplémentaire, j'aurais le droit d'en faire 2. Hop, donc ça, je vais le laisser là-haut. Comme ça, je le vois bien. La voleuse a joué. Maintenant, c'est Varsha, pardon, qui va jouer. Varsha, elle est ici et elle, sa destinée, c'était de s'occuper de cet ennemi rouge. Elle dépense donc ses 2 attaques au corps à corps. Hop, ça c'est fait. Et lui, eh bien, on n'en parle plus. Ce serait bien que les ennemis laissent du loot, hein, un peu comme dans Stalker. Ensuite, elle a un jeton de concentration qu'elle va dépenser ici sur sa carte compétence. Si elle utilise un jeton de concentration, elle reçoit un bouclier. Donc, on le place là et on récupère. Où est-ce que j'ai mis mes boucliers? Ici. Donc, je vais le poser là, comme ça je sais qu'elle a une défense en cas de besoin.
Elle a fait son tour. Vous voyez, c'est rapide. Le plus long, c'est de se décider sur ce qu'on va faire, les relances, les machins, les trucs. Le garde Sylvestre. Alors, lui, qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, il va déjà offrir une de ses flèches à cet ennemi. Comme ça, on le supprime, on n'en parle plus. Et il lui reste 2 flèches. Eh bien, il va l'utiliser sur notre archer bleu qui a 2 points de vie. Et hop, ça nettoie le terrain. Son dernier dé, c'était un échec. Ben, rien. Voilà. Et maintenant, la place est un peu nette pour la chamane. La chamane, elle va utiliser ses 2 dés de déplacement. Donc 1, 2. Pour le moment, de toute façon, elle n'a personne à soigner, donc tout va bien. On a nos compétences, lame de glace. On pourrait défausser un dé de concentration pour avoir 2 attaques. Ah bah non, je vous dis la chamane, mais pas du tout la chamane, voilà. Donc là, je récupère mes 2 bottes. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis complètement zappée. Ma réaction ennemie, eux aussi, ils ont le droit de s'amuser. Alors, réaction des ennemis. On y va. Pour chacune des cartes réaction affichées, un seul ennemi réagit lors de cette phase. Là, on nous explique également que c'est comment ils vont cibler les héros en priorité. Donc là, flèche rouge à droite, ça veut dire le héros le plus loin dans la frise d'activation. Flèche rouge à gauche, le premier héros dans la frise d'activation. Et c'est parti. On nous dit, alors, si on a vaincu tous les ennemis d'un type donné, on doit appuyer longuement sur le crâne pour dire c'est bon, m'embête pas avec eux, il y en a plus, je les ai tous dégommés. On va activer cet archer bleu. Cet archer bleu nous dit, il nous attaque à 1 si on est dispo à 1. Mais on se rend compte qu'effectivement, on a tué tous les archers bleus. Eh bien, on dit, désolé, il n'y en a plus, on confirme. Donc c'est un chien qui va jouer le premier. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il mord si on est dans sa case. Le 0, là, c'est dans sa case. C'est la portée, en fait. Sinon, sur l'ennemi le plus à gauche, donc c'est la voleuse, c'est Agbad, il va se déplacer d'une case pour entrer dans sa case. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'est pas à portée, et que s'il n'atteint pas sa cible au moment de son activation, eh bien il ne fait rien. Donc on passe au 3e bandeau d'activation qui nous dit, il se déplace vers le premier joueur dans la frise de 2 cases, pour entrer dans sa case. Ben là, du coup, tout de suite, c'est possible pour lui. Et il va le faire. Donc il va faire un mouvement de 1, 2. Par contre, il s'est seulement déplacé, il ne mord pas maintenant. Et maintenant, on a un ennemi rouge qui va s'activer également. Si on est dans sa case, donc à portée 0, il va nous taper à l'épée. C'est pas le cas. Si on est à 1 de distance, il va se déplacer et nous taper. Mais c'est pas le cas. Si on est à 2 de distance, il se déplace de 2 cases pour nous rejoindre dans notre case. Mais vous allez voir, il sera très certainement rappelé. On continue, et là, on reprend notre tour, et ça y est, j'ai le droit de jouer ma chamane, j'ai fait n'importe quoi. Et ma chamane, et ben là maintenant, elle a des trucs à faire, donc ça change tout. Heureusement que j'ai remarqué ça, parce que sinon j'aurais tout pourri déjà. Alors, la chamane, elle a, elle, 2 mouvements, une attaque au corps à corps, un dé de concentration. Eh bien, elle va s'avancer ici. Donc là, c'est pas un tir. Donc si je veux, j'ai le droit de tuer le chien. Mais comme le chien, lui, il a un seul point de vie, alors que le garde, il en a 2 et que j'ai potentiellement 2 attaques, je vais plutôt m'occuper du garde. Et tant pis, le chien nous mordra certainement. Donc, elle s'est déplacée. Elle utilise son épée pour faire un point de vie à notre ennemi rouge.
Et maintenant, elle utilise cette carte qui dit que elle a le droit d'utiliser un dé de concentration pour le transformer en attaque au corps à corps. Donc je dépense ce dé, je fais mon attaque au corps à corps, donc le sbire rouge nous a quittés. Il n'est plus. Et il me reste un point de mouvement. Si je m'en sers, je vais perdre un point de vie parce que je quitte le corps à corps avec le chien. Mais je vais le faire quand même parce qu'à la fin de ce premier scénario d'initiation, on récupère tous nos points de vie et toute notre énergie. Donc je défausse un petit cube de vie. En fait, on a, si les trucs sont couchés, je vous montre juste quand c'est couché, c'est double couche. Donc là, tout est dispo. Je récupère mon cube ici, je le passe ici et voilà. Mais là, vu que j'ai tout levé, parce que comme ça, vous les voyez un petit peu mieux, eh bien, je le mets juste de côté. Voilà. La chamane a joué. Elle a fini son tour. C'était plutôt efficace. Donc, il nous reste à activer les ennemis. Et pour ça, eh ben, on va seulement dire à l'application, on slide, ça y est, c'est le tour des ennemis. Alors, on doit activer tous les ennemis survivants. Je vous remets le haut de l'application. Hop, on est toujours à la manche 1 sur 3. Chacun accomplit une action de sa carte selon la séquence indiquée ci-dessous. S'il y a plusieurs ennemis de la même couleur, ils accomplissent leurs actions dans l'ordre d'initiative du plus petit au plus grand numéro. Donc là, c'est là que les couleurs entrent en jeu et qu'on va regarder chaque ennemi, l'un après l'autre, ce qu'il compte faire. Le chien, lui, il est juste au milieu là. Donc le chien, sur sa carte, on nous dit, s'il est à portée 0 d'un héros, il mord. On n'a pas ici de chose qui nous dit qui il mord. Donc on va décider entre nous. Je décide, moi, qu'il va mordre Varsha. Parce que Varsha, tout à l'heure, elle a gagné un bouclier. Donc là, je défausse le bouclier de Varsha. Le chien a été activé. C'est tout. Ensuite, les ennemis bleus. Eh bien, les bleus, on n'en a plus, donc il ne se passe rien. Les ennemis rouges, on n'en a plus, donc il ne se passe rien, mais il aurait attaqué à portée 0. Les ennemis verts, lui, il attaque dans sa case. Il ne fait rien d'autre. Après, vous verrez, on aura d'autres cartes avec plus de compétences, etc. Là, c'est vraiment les cartes du scénario d'initiation. Et on va activer évidemment le meneur. Et le meneur nous dit, lors des tours ennemis rapprochés de une zone, le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. Eh ben, il n'y en a pas. Lui, il attaque dans sa zone ou alors il attaque à portée de 1 s'il n'y a personne dans sa zone. Et ben voilà, le tour ennemi, c'est fini. Maintenant, on nous demande, est-ce que des héros sont vaincus? À ce moment-là, on devrait l'indiquer ici. C'est pas le cas. On nous dit de remettre tous les jetons parades inutilisés à la réserve. Mais là, Varsha a utilisé le sien, donc c'est bon. Parce qu'on retire ceux des ennemis et ceux des héros. On retire les cubes étourdis, on a étourdi personne. On retire les cubes de dégâts rouges. Eh ben non, puisque c'est bon, ça s'est bien passé. On arrive à la fin de la manche. Phase d'entretien. Ça c'est fait. On nous rappelle encore une fois de ne pas oublier de soigner les ennemis. Et on continue. Fin de la manche. Changement de plateau. Surprise! Lors de cette manche, l'agencement de la scène de combat va changer. Un écran va s'afficher, le nouveau plateau. Ajoutez les tuiles et jetons ennemis comme indiqué, mais ne touchez pas au reste des tuiles et jetons. Donc tout ce qui est déjà en place, on n'y touche pas. Et c'est comme je vous disais, c'est comme si on avait ouvert une porte et que là, le livret de scénario nous montrait une nouvelle map et nous disait ce qu'on va devoir en faire. Et donc, on va devoir rajouter sur notre petit plateau, alors que je me mette
au bon endroit. Ah oui, ça, en fait, c'était un peu plus comme ça, plutôt, ouais. Hop, comme ça et comme ça. Et là, on en a 2. Alors, il y a toujours des numéros sur les tuiles, mais très franchement, on s'en fout de ce qu'il y a dessiné dessus. Donc, quand c'est la bonne couleur, voilà, c'est très, très bien. Bonne couleur, bonne forme. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'ajouter? Ah, on aura des sous. Ici, on a une gemme. Elle a l'air jaune. Par contre, je trouve que c'est un peu difficile, des fois pour les couleurs. Alors, une gemme, on a un archer bleu qui va venir ici, un ennemi rouge ici, un nouveau chien. Bah, faut que j'en récupère un dans la boîte du coup. Un rouge et un nouveau bleu. Ah bah, du coup, il me manque des petits bonhommes. Alors, le bleu. OK, le bleu qui a 2 points de vie, je vais piquer 2 cubes. Il est ici. Et pour le toutou, je trouve plus la boîte. Où est-ce que j'ai mis ça? Je me suis tellement étalée partout. C'est là. Pour le toutou, c'est ça. J'ai trouvé. C'est notre toutou. Notre toutou, il a 1 point de vie seulement. Et il va ici avec l'archer rouge. Donc, voilà ce que donne notre nouvelle map. On était content, on s'est dit youpi, on s'en sort bien et en fait, bah, voilà. C'est reparti. On a découvert de nouveaux lieux et du coup, c'est la guerre. Eh bien, on se retrouve à nouveau en phase de préparation du combat et là, on est déjà sur la manche 2. Donc on va relancer les dés de tout le monde et ensuite, on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Alors, notre chamane. Alors, elle a attaque à distance, déplacement, ça me paraît déjà bien. Notre garde sylvestre, Léowyn. Alors, attaque au corps à corps, attaque à distance, d'accord, ça marche. On a le droit de dépenser une énergie pour relancer les dés, hein. Je crois que je l'avais dit, mais... Notre voleuse, elle a 2 mouvements et 2 attaques au corps à corps. Et on a Varsha, la mercenaire. Alors, elle a beaucoup de corps à corps et une concentration qui lui permettrait de gagner un bouclier. Ce qui peut être sympa. Bon, je vais pas relancer. On va s'organiser avec tout ça. À voir. L'application me dit cette fois-ci que la réaction ennemie, elle va intervenir en plein milieu du tour. Donc là, il faut que je réorganise mon jeu pour savoir ce que je veux faire et avec qui. Par contre, je vais prendre juste une petite seconde pour vérifier s'il faut bien défausser des jetons de concentration pour ramasser les petites gemmes qu'on a sur le terrain, parce qu'on va quand même essayer de looter un petit peu. Mais je vérifie parce que j'ai un doute. Donc, à tout de suite. Je fais une mini pause et je vais regarder ça. Ça y est, j'ai l'info et c'est une bonne nouvelle. Alors, les jetons gemmes et nourriture. Une zone peut contenir des jetons gemmes et nourriture. Et on ramasse automatiquement les jetons gemmes et nourriture de la zone s'il n'y a aucun ennemi. Donc si on a zigouillé tout le monde, eh ben c'est bon, on peut mettre ça dans notre petite besace. Il y a juste à noter que si c'est situé sur un jeton ennemi, quand l'ennemi se déplace, eh bien il emmène avec lui son petit butin. Voilà, donc on est prêt, on continue. On va voir ce qu'on va faire. Alors l'idée c'est de vider cette zone-là parce qu'il y a une gemme dedans. Et cette zone-là, il y a une gemme. Ok, alors, les ennemis vont s'activer en plein milieu du tour, c'est bien embêtant. Par contre, on est déjà à la manche 2.
On va certainement pas avoir le temps de s'occuper de toute la planète. Je pense qu'il faut qu'on se contraigne à notre objectif, c'est-à-dire passer par le chemin le plus court pour aller vers la sortie, sans oublier qu'on est obligé de le zigouiller lui, parce que sinon on n'a pas le droit de sortir, parce qu'il protège la sortie. Alors, comment je vais faire? Déjà là, hem, on a le chien. On a le chien. Mmh, ça veut dire que si je cours, bon, je pense que on va quand même courir et prendre un dégât. Sachant qu'on va tout récupérer après, on va profiter de cette configuration. Donc, tout le monde va avancer d'une case pour gagner du temps. Il n'y a que la chamane qui ne prend pas de dégâts parce qu'elle, elle était dans une zone sans ennemis quand elle a fait son sprint. Donc, tant mieux pour elle, mais le garde sylvestre, la voleuse et le mercenaire vont tous perdre un point de vie. Le mercenaire, lui, il ne gagne pas de jetons bouclier parce qu'il a fait un sprint, donc tant pis pour lui. Et la chamane, elle a 2 tirs à distance et 2 mouvements. Je pense que la chamane, ce qui serait pas mal, mais elle va encore se prendre un dégât par contre, hein, c'est qu'elle s'occupe de cet ennemi ici pour vider la zone et qu'elle fonce ramasser la gemme. Ça pourrait être bien. Je vais la faire jouer la première. En second, en tir à distance, j'ai le garde sylvestre qui pourrait. Ah mais j'ai pas de mouvement et il faut lui faire 3 dégâts. Il pourrait lui faire 2 attaques à distance, mais là son attaque au corps à corps ne servirait à rien. La voleuse, elle, elle a 2 attaques au corps à corps. Ouais si, en fait, on va faire que notre garde sylvestre, il dépensera une énergie. Je vais le faire jouer en deuxième. Ce sera lui. Et ensuite, je ferai jouer la voleuse et je ferai jouer la voleuse, elle, elle est immunisée parce qu'elle est encore furtive pour l'instant. Elle est immunisée aux attaques à distance des cases adjacentes. Et en tout dernier, on fera jouer Varsha, la mercenaire. Allez, allez, on va faire comme ça et on va voir si j'ai eu raison ou pas. Donc, ma petite chamane, eh bien, elle va dépenser ses 2 flèches, comme prévu, pour tuer cet ennemi ici, mon garde archer. Elle va utiliser, heu, elle va utiliser ce dé-là pour la partie concentration et sa partie concentration lui permet d'utiliser sa capacité lame de glace et d'obtenir une attaque au corps à corps. Donc, elle entame cet ennemi et ensuite, elle utilise son déplacement. Ici, elle est adjacente puisque ça communique. Je rapproche un petit peu. Donc elle est adjacente puisque ça communique et bim, la case est vide, la gemme est dans notre petite besace. Donc ça, c'est bien. Le deuxième joueur que je souhaitais activer, c'était notre garde sylvestre. Il est ici. Lui, il a 2 attaques à distance. Celle-ci, grâce à longue portée, elle peut, cibler à une case supplémentaire. C'est-à-dire que si je veux, je peux commencer à taper le bouclier, du capitaine qui est au fond et le bouclier, lui, il se régénère pas. Donc c'est ce que je vais faire.
Je tape le bouclier. Je défausse un bouclier, donc il lui reste 3 points de vie, un bouclier. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, je fais mon tir à une case de distance tout à fait normale, ici, et je dépense une énergie de la réserve du garde sylvestre pour me déplacer ici, ce qui me permet d'utiliser mon attaque au corps à corps, et lui, je l'achève. Il n'est plus en jeu. Bam, la petite gemme qui est là, eh ben, elle va directement dans ma besace puisque la salle est vide. Donc ça me fait un tour plutôt efficace. Maintenant par contre, c'est le moment de la réaction des ennemis et on va tout de suite aller voir ce qui va se passer parce que c'est quand même pas mal peuplé autour et j'imagine qu'on va prendre des dégâts. Donc on va voir ça. On a l'ennemi bleu qui va s'activer. Juste, hop, mettre ça ici. Alors, ennemi bleu, j'en ai un sur la map ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? On me dit que cet ennemi bleu, ah, ça m'énerve, il me fait tout le temps un zoom sur mon personnage. Alors, cet ennemi bleu, il attaque à 1 de distance. Je n'ai pas de ciblage dessus. Je vais juste vérifier si j'ai le droit de dire qu'il attaque ma voleuse parce que ma voleuse ne peut pas être attaquée. Ai-je le droit de le dire? Mais ce serait chouette ça. Mais j'ai un trou de mémoire, je vais vérifier. Haha, c'est des malins. Ils se sont bien dit qu'on allait essayer de tricher. Bon, alors on nous dit que s'il n'y a pas de ciblage indiqué sur la carte d'activation ennemie ou du coup sur la réaction ennemie sur l'application, si un héros a quelque chose qui l'empêche d'être ciblé en jeu, bah, du coup il n'est pas valide, on doit en choisir un autre. Donc c'est mon petit mercenaire qui va prendre le dégât. Donc je défausse un point de vie, enfin de ma petite mercenaire, pas de mon petit mercenaire, c'est une femme. Voilà, ça c'est fait pour l'ennemi bleu, il a été activé. Ensuite on a l'ennemi violet qui va s'activer et lui nous dit il tape au corps à corps avec plus 1 dégât ou alors il tire à 1 de distance. Et heureusement qu'il peut le faire parce que sinon il allait gagner 2 boucliers. Ça, c'est vraiment relou. Tirer à 1 de distance, ça peut être soit la chamane, soit mon garde sylvestre. Je vais... Ah bah non, c'est lui qui le dit d'ailleurs. Là, on a effectivement un jeton ciblage. Donc c'est le premier joueur dans l'ordre d'initiative qu'on a choisi. C'est la chamane qui est ciblée. Et bien voilà, la chamane, du coup, perd 1 point de vie. Hop. Il lui reste 4 points de vie. Rien de dramatique, tout va bien se passer. Les ennemis ont été activés, on est bien. Je valide qu'on a réussi à récupérer les gemmes sur la tablette. Vous voyez, simplement en cliquant dessus. Voilà, ça met une petite coche, tout simplement. Ensuite, c'est du coup la voleuse. C'est Agbad qui va s'activer maintenant. Agbad, elle a 2 mouvements et elle a 2 attaques au corps à corps. 2 mouvements, 2 attaques au corps à corps. Elle pourrait aller taper. Malheureusement, ça ne servirait à rien. Enfin si, je pourrais lui enlever son bouclier. Ce qui serait pas mal. À moins que je tue quelqu'un par ici. 2 attaques au corps à corps. Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais faire un mouvement et tuer le garde. Donc là, j'ai fait un mouvement, mes 2 attaques au corps à corps. Et je refais un mouvement. Non, je le fais pas parce que sinon je vais perdre un point de vie, quoique j'ai les moyens. Donc je quitte la case dans laquelle se trouve le chien.
pour faire mon dernier mouvement, mais je perds un point de vie. Et il ne reste plus que la mercenaire qui doit jouer. La mercenaire, elle n'a pas de mouvement. Ah, c'était mal joué, j'aurais pu, non, c'était mal joué. Mal, mal, mal joué. Parce qu'en fait, avec la mercenaire qui avait 3 attaques au corps à corps, ah bah non, non, j'aurais pas pu aller jusque-là. Donc c'est bon. Je je vais peut-être dépenser une énergie pour bouger. Parce qu'en fait, sur mes dés, avec la mercenaire, là, j'ai pas de déplacement. J'ai 3 attaques au corps à corps et un jeton concentration. Déjà, je vais défausser mon jeton concentration pour gagner un bouclier, comme tout à l'heure. Ensuite, je défausse une énergie. Je me déplace ici et j'achève le chien. Et pour le reste, eh ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je perds 2 attaques, mais tant pis. Et là, ben, le tour est terminé puisqu'on vient de faire jouer, Varcha et c'est parti pour le tour des ennemis. Donc le chien, il n'y en a plus. Si, il y en a un ici. Alors, il attaque s'il est à portée pardon, s'il est à portée 0 d'un héros. C'est pas le cas. Il peut avancer de 1 et attaquer, ou il peut avancer de 2. Je lui avais pas mis son petit cube, de points de vie, d'ailleurs, je vais le faire. Hop. Avancer de 2 pour se mettre sur la case d'un héros, mais il n'attaque pas. L'ennemi bleu, notre archer, on en a encore un ici. Lui, il attaque à une case de distance. OK. Ça veut dire qu'il attaque Varcha, mais elle a un jeton bouclier, donc bah, on le défausse et elle se défend, il se passe rien. Notre ennemi rouge, première ligne, lui, il attaque à une portée de 0, mais il fait rien. Ennemi vert, bah, on n'en a plus. Et notre meneur qui joue en dernier, on rapproche de une zone le sbire rouge le plus proche, qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. Donc lui, il avance d'une case. C'est fait. Et il attaque. Donc avec plus un dégât, un héros qui serait dans sa zone, mais c'est pas le cas. Et il attaque avec une attaque à distance, à 1 de distance. Par contre ici, pour l'attaque à distance, on n'a pas, d'ordre sur qui il va cibler. Donc ce sera qui on veut. Et je pense au niveau des points de vie, qu'est-ce qu'on a? La chamane, elle a 4 points de vie, le garde, il en a, 6, la voleuse 4, le mercenaire est trop loin, bah, il va attaquer le garde qui va défausser un point de vie. Voilà. Et là, c'est terminé. On arrive à la phase d'entretien. Donc encore une fois, c'est juste la petite page de rappel. On est à la fin de la manche 2. Est-ce que tout le monde est en vie, etc. On retire les petits cubes qui doivent être retirés. Ah, rien de fou, c'est comme tout à l'heure. Fin de la manche. Et on arrive au début de la manche 3 et dernière. On lance les dés pour la chamane. Alors, elle a de l'attaque, du déplacement, de la concentration. C'est bien, parce que ces concentrations, de toute façon, elle peut les transformer en attaque en fonction des besoins. Donc on va garder son jet. On a pas mal d'attaques pour le garde sylvestre. Par contre, il a plus de corps à corps qu'autre chose. On a quoi pour la voleuse? On a du mouvement, de l'attaque. On est bien. Et notre mercenaire, lui, il a du déplacement, de l'attaque au corps à corps. On va garder tout ça. C'est pas la peine de dépenser de l'énergie pour ça. Au niveau de l'ordre du tour, cette fois-ci, on a un seul joueur qui va jouer et une réaction ennemie directement derrière.
Donc on met ça par ici et on va réfléchir à ce qu'on va essayer de mettre en place pour ce tour. La voleuse, elle a une attaque à distance, une attaque au corps à corps. OK, le garde sylvestre, il a 3 attaques au corps à corps et une à distance. Et ben, c'est évidemment lui qui va jouer le premier. Ensuite, on va faire jouer la chamane, après la réaction ennemie, bien sûr. Et ensuite, on jouera dans cet ordre. Et on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Donc là, on se concentre sur notre plateau. Est-ce que je fais des sprints? Oui, lui va sprinter. Il n'y a personne dans sa case, donc il ne perd pas de points de vie. L'archer qui est juste derrière ne pourra plus le cibler parce qu'il n'a pas de portée. Enfin, pas pour l'instant, on verra ça plus tard, mais pas pour l'instant. Et donc, bah, on est parti pour le début du tour et voir ce qu'on va pouvoir faire. On a dit garde sylvestre en premier. Eh bien, il va dépenser son attaque à distance. Donc, il enlève une plaque d'armure de notre capitaine. Il dépense une énergie pour se déplacer. Il vient ici et là, il résout ses 3 dés d'attaque. Au corps à corps, le capitaine est mort. Par contre, le garde sylvestre, là, en se déplaçant d'ici à là, perd un point de vie, puisqu'il a quitté une case qui contient un ennemi. La sortie, maintenant, elle est accessible parce qu'elle n'est plus protégée par un garde. Donc c'est plutôt bien. Là, on a directement l'activation des ennemis, puisque lui, il a terminé son tour. Et on nous propose d'activer l'archer. Donc il tire à 1 de distance, bah ça, il peut pas le faire. Il attaque, s'il est au corps à corps, il peut pas le faire. Et il se déplace de 2 mouvements s'il peut atteindre le premier joueur dans l'ordre du tour. Donc notre garde sylvestre, et il est à 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc il ne bougera pas, puisqu'il ne peut pas atteindre son objectif. On nous propose d'activer notre capitaine, mais nous, on a le bonheur et la joie de dire: «Désolé, on l'a tué». Hop, et donc on va activer un ennemi vert, mais là encore, on l'a tué. Donc, on va chercher à activer le chien. Le chien, il attaque s'il est au corps à corps. Bah là, il peut le faire parce qu'il est juste là, derrière la voleuse et schlac! Il lui bouffe les mollets. Elle perd un point de vie. Et ensuite, on va réactiver un ennemi bleu. Et encore une fois, c'est le même ciblage que tout à l'heure, donc il ne peut rien faire du tout. On continue. Maintenant, c'est la chamane qui va jouer. Et la chamane, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a 2 déplacements, une attaque au corps à corps. On va faire ça propre. Elle s'est trouvée fort fâchée que le chien ait voulu bouffer les mollets de la voleuse. Elle utilise un déplacement pour venir ici. Il l'a pas vue arriver. Elle lui fait un dégât. Il meurt. Et elle utilise son déplacement pour retourner par ici. Ben, la voleuse, hein. Voilà. En fait, à la fin du tour, c'est sortie automatique. Quand ici, c'est libéré. Quand la sortie est disponible et accessible, c'est sortie automatique. Par contre, si lui était au corps à corps, par là, eh bien, en partant pour aller vers la sortie, il prenait quand même un dégât. Donc là, le garde sylvestre, c'était bon. La voleuse, elle avait le déplacement nécessaire. La mercenaire avait également le déplacement nécessaire. Donc là, on considère que tout le monde est à la sortie. Par contre, on a quand même la phase d'activation des ennemis
Donc, on active les ennemis suivants. On a ici le petit ennemi rouge qui ne fait rien du tout parce que lui, il attaque si on est dans sa case. Le petit ennemi bleu, lui, eh bien, il fait seulement un dégât à 1 de distance. Bah, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Et là, je vous remets sur l'application. Entretien de la dernière manche. Après la dernière manche du combat, les héros doivent s'enfuir en ouvrant une voie vers l'une des sorties. Tous doivent utiliser la même sortie au risque de subir des dégâts en cours de route ou être mis hors de combat. Voir sortir de la scène de combat, page 18 du livret de règles. Dans cette scène de combat, les héros doivent utiliser la sortie A pour gagner. C'est ce qu'on a fait. S'ils ne peuvent pas utiliser la sortie requise parce qu'elle est défendue par un ennemi ou parce que cela les mettrait tous hors de combat, alors ils peuvent utiliser une sortie différente. Ils survivent mais subissent une défaite car tous les objectifs n'ont pas été accomplis. Certaines scènes de combat vous permettent d'utiliser n'importe quelle sortie. Donc là, fin de la manche 3. Et on va nous demander, est-ce qu'on veut faire une manche supplémentaire? Est-ce qu'on a mis trop de temps et qu'on aurait besoin d'un round supplémentaire? Alors, si on le souhaite, on appuie longuement là-dessus et au prix d'une carte corruption, vous verrez plus tard si ça nous arrivera très certainement, on peut avoir un round supplémentaire pour remplir nos objectifs. Mais là, on a triomphé de l'officier de la milice qui défend la sortie A et on est tous partis par la sortie A. Donc, fin de combat. Marquer tous les objectifs accomplis. Donc, objectifs principaux. Triompher de l'officier de la milice qui défend la sortie A. Oui, on a pu le faire, donc on va cocher tout simplement. Quitter la scène par la sortie A. Oui, on a pu le faire. Comme il s'agit du tutoriel de combat, si vous n'arrivez pas à accomplir tous les objectifs, le jeu vous fera recommencer la scène de combat. Prenez le temps de bien apprendre les règles. On confirme nos objectifs. Récupération et réinitialisation. Donc là, c'est encore une fois comme si on était dans notre livret de scénario et de campagne. Souvent, après chaque scène de combat, vous résolvez une étape de récupération et réinitialisation et notez la vie de vos héros. Voir récupération, réinitialisation, page 19. De mémoire, on récupère après chaque combat systématiquement un point de vie et une énergie. Mais on peut dépenser, je crois, 3 comme ça pour récupérer 2 points de vie. Je revérifierai ça en temps voulu. Comme cette scène de combat est un tutoriel, les héros regagnent l'intégralité de leur point de vie et de leur énergie et rendent toute carte corruption éventuellement reçue. Donc là, notre chamane, elle est toujours à 6 points de vie, notre garde sylvestre à 7, notre mercenaire à 7 également et notre voleuse à 6, puisque là, de toute façon, on a tout récupéré. Victoire. Donc on a gagné le combat. Valeur des gemmes or, obtenue, on a 2 ors. On n'a pas collecté de butin. En même temps, il n'y avait pas de coffre, donc on n'avait pas de quoi le faire. Et on quitte le combat tout simplement. Et là, vous voyez en haut, ça, c'est le déroulement de notre acte. On voit qu'on a 2 phases de combat, une phase de repos, une phase de combat, une phase avec un boss et une phase de repos. Donc le jeu, je crois que c'était 3 actes. Vous rejoignez les colonnades de la place et vous mêlez à la foule en espérant avoir semé les gardes qui vous suivaient. Vous vous retrouvez dans une rue animée bordée de boutiques. Vous vous arrêtez pour réfléchir à la suite. Qui que soit cette fille, elle n'est visiblement pas du côté de l'Empire et elle est votre seul moyen de contacter Nasquet. Il y a toutefois un léger problème. Vous ne savez pas où les gardes l'ont emmené. Prenez la carte Histoire 1 de la boîte de cartes verrouillée et ajoutez-la à votre paquet. Alors, on récupère notre petite boîte à la Sleeping God et on prend la carte Histoire 1. Et voici ce qu'on trouve. Vous avez rencontré une jeune fille qui semblait vous attendre. Elle a été capturée par la milice. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre de côté et au fur et à mesure, ça va récapituler un petit peu les aventures qu'on va vivre. Donc, on a pris la carte. Je remets ça. On continue.
Vous arrêtez une orque vêtue d'une tunique de bonne facture. Elle vous regarde des pieds à la tête et semble méfiante, mais votre politesse la rassure. Vous lui dites qu'un de vos compagnons a légèrement abusé de la boisson dans l'une des tavernes du caravansérail et qu'il a été arrêté par la milice car il devenait trop tapageur. C'est pas la première fois qu'il y a une émeute au caravansérail. Toutes sortes de gens essaient d'entrer en ville. La milice traîne souvent les fauteurs de troubles au poste de garde. Je ne sais pas où il se trouve, mais je crois qu'il n'est pas loin de l'université. Vous devriez le trouver facilement. Quittez le caravansérail par la porte sud-est et suivez la route jusqu'à la statue de Saint-Méabad. L'université est au sud-est de la statue. Le poste de garde ne doit pas être bien loin. Donc on doit récupérer la carte des Zéphyrs. Alors, je vais pousser les petites figurines. Hop, tous les petits trucs dont on n'a plus besoin pour l'instant. Et on va reprendre, où est-ce que je l'ai mise? Ici. Notre carte. Nous, on était au départ sur le lieu 1. Donc, je vais nous y remettre. On était ici. Je vais prendre la figurine de la chamane. Ça change rien de toute façon. C'est simplement pour symboliser notre groupe. Alors, placer la figurine sur le lieu 1. Un joueur doit s'occuper de l'application pendant que les autres portent les déplacements sur la carte. Mais on va parvenir à faire ça comme des grands. Trouvez le lieu que vous voulez visiter sur la carte, puis utilisez l'application pour y naviguer. La rose des vents qui se trouve en bas à droite de la carte peut vous aider. Alors oui, parce qu'ici, on a les directions. Voilà. Je rapproche la tablette. Ce sera un petit peu plus simple. Alors, gardez la trace de vos déplacements. Faites bien attention aux indices et aux instructions que vous recevez dans l'histoire pour atteindre votre destination et dévoiler les secrets des Zéphyrs. Si nécessaire, relisez la section qui traite de l'exploration de la ville, page 21 du livret de règles. Alors, nous devons franchir la porte sud-est. Donc nous, on est là-dedans. Le sud-est. Le sud-est, si on s'en tient à la rose des vents, serait cette porte. Donc, ok. Vous êtes à l'extérieur, on va prendre les petits cubes, hein, comme ils ont dit. Voilà. Ce serait cette porte. Vous êtes à l'extérieur du caravansérail, à côté d'une tour où flotte une bannière drapée du sigle d'une clé. Alors, il faut qu'on trouve une tour avec un symbole de clé. On trouve ça quelque part. J'ai pas mis mes lunettes. Ah, bah oui, c'était sous le cube, super. Donc là, on voit bien, on a une tour avec un sigle de clé. Il vous semble que vous êtes observé. Vous vous retournez et découvrez un chat qui marche le long de la muraille qui vous surplombe. Juste baisser ça un petit peu. Ça, vous avez vraiment un beau petit zoom. Non, 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 non. Qui vous surplombe, au même rythme que vous. C'est le même chat que celui que vous aviez vu dans le caravansérail. Il vous regarde, il bondit sur un toit adjacent et disparaît. Alors, un chat qui marche le long de la muraille. Le long de la muraille, du coup, ce serait par là, au même rythme que vous. D'accord? Eh ben, je vais dire, je vous montre en même temps, que là, on nous fait la description et on nous demande où on va.
Mais, là, est-ce que ça, c'est une petite muraille aussi? Ou est-ce que ça aussi, là, c'est une petite muraille? Ou est-ce qu'on parle vraiment de ce gros truc? Mmh. Je vais aller vers le nord, on va voir. Vous êtes à un carrefour situé juste à l'est du caravansérail. Une volée de marche vous donne accès à ses chambres supérieures. Là, ici. Est-ce qu'on va vers le sud? Si tel est le cas, on revient sur nos pas. Ou est-ce qu'on va vers l'est? Ben, on va aller vers l'est. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a que ça. Vous êtes à présent près du mur nord, à côté d'une porte verrouillée décorée d'une bannière qui représente un serpent. Donc là, pour l'instant, on est ici. On peut suivre la muraille vers l'est. Alors, on va chercher un petit peu. Déjà, l'idée, c'était de trouver l'université au sud de la statue de Saint Méabad. Ici, on a une statue. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on redescende. Je vais aller vers le sud. Alors que vous tournez au coin d'une rue, vous retrouvez le chat que vous aviez vu quelques minutes auparavant, assis au beau milieu de la rue. Il vous fixe intensément. Lorsque vous vous approchez, il incline la tête, fait quelques pas et se retourne pour vous regarder à nouveau. Il est clair qu'il tient à vous montrer quelque chose. Il se dirige vers le nord-est. Vous réalisez que vous devez faire un choix. Allez-vous suivre le chat et voir où cela vous mène? Ou allez-vous l'ignorer pour retrouver la jeune fille des fleurs avant qu'il ne lui arrive quelque chose? Alors, moi je suis toujours team chat. Donc la première fois, j'avais suivi le chat. Donc là, je vais continuer à descendre vers le sud pour aller essayer de sauver la jeune fille. Je dois retirer l'autocollant 8. On arrive au lieu 8. Donc on est ici. De la légende de la carte. Je vais regarder si j'avais déjà fait ça ou pas. L'autocollant 8. Oui. Attendez, je vais vous cacher les trucs. Et on a trouvé l'université des Zéphyrs. Voilà. Donc sur le lieu 8. Il y a plusieurs grands bâtiments dans les environs. Tous pourraient être le corps de garde où la jeune fille est enfermée. Lequel allez-vous examiner? Alors, on peut aller dans la cour de l'université, examiner le bâtiment fortifié en forme de croix ou examiner la maison décorée de plaques de marbre. Alors, la maison fortifiée en forme de croix. Mhm. La cour de l'université, donc j'imagine que ce serait là-dedans. La maison décorée en plaques de marbre. Ben, j'imagine que ce sera le bâtiment fortifié. Ah bah non, c'était l'université qu'on cherchait, donc on va aller dans la cour. Bah non, on devait trouver l'université, mais pour aller au poste de garde, qu'est-ce que je raconte? On va aller dans le bâtiment fortifié. Vous vous approchez de l'imposant bâtiment au haut mur. Il y a des sentinelles de part et d'autre de la porte sur laquelle flottent au vent les bannières portant le sceau de Cartassol. Ce doit être l'endroit que vous cherchez. Ben tant mieux. Je vous remets sur la tablette. Vous vous approchez de l'imposant bâtiment au haut mur. Il y a des sentinelles de part et d'autre, nanana, que vous cherchez. Et ensuite, soudain, vous entendez de l'agitation. Au bas de la rue, quelqu'un crie: Au voleur, arrêtez-le! Les gardes à la porte accourent pour apporter leur aide, laissant l'entrée non protégée pendant un instant. Vous ouvrez la porte et vous faufilez à l'intérieur.
Vous vous retrouvez face à plusieurs petites pièces, peu meublées, et un coffre imposant retient votre attention. La jeune fille des fleurs est attachée et couchée au sol d'une cellule au fond de la pièce la plus éloignée, mais entre elle et vous, les pièces sont truffées de gardes. Ils vous regardent un instant, l'air surpris, puis se mettent rapidement à l'action. Introduisez-vous dans le corps de garde et libérez la jeune fille des fleurs. Pour ce faire, vous devrez atteindre sa cellule, vaincre l'officier de la milice qui la surveille et faire sortir la jeune fille de là. Là, on a eu un temps de chargement, donc on a eu une sauvegarde et de toute façon, vous pouvez vous arrêter n'importe quand. Il y a toujours une sauvegarde au début de la séquence que vous avez faite et donc là, on nous parle de notre prochain combat, la jeune fille des fleurs et ça donc c'est un combat, la première fois que je n'avais pas fait puisque moi j'avais choisi de suivre le chat pour voir ce que le chat me voulait. Donc là, je vais partir sur un autre arc narratif, d'autres combats avec de nouveaux objectifs et, bah, j'espère, d'autres conséquences. Voilà. Bah, en tout cas, moi, là, j'ai pas le temps parce que je suis de nuit et que je devrais partir dans pas très, très longtemps. Mais, dans la vraie vie, ah ben, je continue direct sur le deuxième combat. Vous voyez, c'est des parties assez rapides qui s'enchaînent bien et il y a un côté satisfaisant, je trouve. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le jeu. J'avais rabattu les oreilles de tout le monde avec ça quand je l'avais fait, mais voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons jeux. Dites-moi si ça vous plaît. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la tablette. Ben, pour le niveau de difficulté, on ne peut pas encore en discuter, c'était un tutoriel, hein, donc là, on est encore dans l'expectative. Maintenant pour, la tablette et sa gestion, j'aimerais bien avoir vos retours et bah, je pense de toute façon que je ferai petit à petit, toute l'aventure. On ira ensuite sur la deuxième partie de campagne avec la dernière extension et voilà, ça va nous faire, de longues heures de jeu à passer ensemble. Donc c'est sympa. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez et amusez-vous bien.